Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Cet épisode est le dernier fruit de notre semaine passée à Wellington, au cœur même du sport international. C'était en mars dernier. Nina Malvey, Bidi et John Madden, Eric Navet, Juan Matute Guimon et Kino Connor. Voilà les 5 premiers épisodes enregistrés sur le sol américain et que vous avez déjà probablement écoutés un peu plus tôt cette année. Il n'en manque donc plus qu'un, et si cet épisode est un peu plus court que ce à quoi nous vous avons habitués, croyez-moi, il n'en est pas moins impactant. Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'un duo iconique. En France, comme aux États-Unis, Cathy et Henri Prudent incarnent le grand sport, la performance, le très très haut niveau. Vous avez d'ailleurs probablement entendu et retenu ce nom lorsque Bidzi Madden elle-même racontait à notre micro son passage dans les écuries de Katie Prudent au début de sa carrière. Katie est née aux États-Unis, Henri est quant à lui bien français. Tous les deux cavaliers de haut niveau, ils se sont rencontrés au bord d'une carrière de concours et ont depuis tracé un chemin commun. Dans leur sillon, quelques-uns des meilleurs cavaliers de leur génération. Pénélope Le Prévost, Reed Kessler, Laura Kraut, Simon Delestre et évidemment, vous l'aurez compris, Bidzi Madden. Leur complémentarité, que vous apercevrez au cours de notre conversation, est sans aucun doute l'atout majeur qui leur a permis de construire cette carrière commune et de graver leur nom dans l'histoire du saut d'obstacle international. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de nous partager vos commentaires et vos pensées par message privé. On ne le dira jamais assez, mais vos écoutes, vos partages, votre engagement sont les principaux moteurs qui permettent à notre média de vivre, de grandir et nous permettent de continuer de partir à la rencontre des personnalités emblématiques de ce sport. Cet épisode est soutenu par une entreprise qui nous tient à cœur, puisqu'elle était aussi partenaire de notre 4e épisode enregistré avec Yannick Bichon. Il s'agit d'Ekinside, une entreprise montée il y a 4 ans entre 3 amis passionnés. Ils se sont associés pour proposer leurs services de construction et aménagement de structures équestres. La principale activité est la pose des clôtures, la fourniture et la pose de box, ainsi que tous les revêtements en caoutchouc de sol. Du design à la conception, c'est un partenaire idéal pour vous accompagner dans vos projets de construction ou de rénovation d'écuries. Clôture, terrassement, encadrement de carrière ou d'avrincourt, ainsi que du paysager, jardin, abord d'écurie, ou encore pour vos aménagements intérieurs. En ce qui concerne les box, et quel que soit votre projet, le but de l'entreprise est de s'adapter à vos besoins tout en prenant en compte les contraintes, que ce soit pour de la création de structures ou pour de la rénovation. La fabrication et la pose de box est réalisée selon leurs standards, en adaptant l'esthétique au goût de la clientèle. Ekinside réalise aussi la fourniture et la pose de clôture pour toutes les activités équestres, élevage, poney club, écurie de compétition, mais aussi les revêtements caoutchouc, que ce soit pour protéger les chevaux ou pour leur confort, tapis muraux, tapis de sol, revêtements de douche, sol pour les aires de pansage, etc. Enfin, Ekinside a la capacité de fournir tout le matériel disponible dans une écurie. Brouette, plateau à foin, fourche, pelle, balai, abreuvoir, circulateur ou réchauffeur d'eau, etc. L'entreprise Ekinside est installée dans l'Ain, mais les associés se déplacent dans toute la France et proposent un service 100% made in France. Vous trouverez leurs coordonnées dans les notes de cet épisode. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour Henri, bonjour Katie. Bonjour. Nous sommes ici à Wellington, en Floride, où vous êtes installé depuis 1988, si mes informations sont bonnes. Parce que, Henri, vous avez rencontré donc Katie, vous vous êtes mariés ici. Vous avez ici beaucoup de cavaliers que vous entraînez et vous connaissez de fait parfaitement donc, le système américain. Vous êtes des entraîneurs majeurs de saut d'obstacle en France et surtout ici aux USA. Vous avez accompagné de nombreux cavaliers dans leur trajectoire, à l'instar notamment
de Pénélope Le Prévost, mais pour n'en citer qu'une, que nous avions d'ailleurs reçue dans notre podcast il y a quelques mois. De ce sport, vous en connaissez, il semblerait toutes les règles, les pièges, les enjeux, les aspérités. Aujourd'hui, nous aimerions que vous puissiez nous raconter votre histoire, à vous deux, celle de l'homme et de la femme de cheval que vous êtes, avant d'échanger sur les grandes thématiques inhérentes à ce sport, l'éducation des cavaliers, le commerce, l'élevage, mais aussi les enjeux financiers. Je vous propose de commencer notre échange par une rétrospective de votre vie, de nous raconter votre histoire. Avant votre arrivée aux US en 1988 et donc les étapes qui ont majoritairement marqué votre carrière à tous les deux. On a une petite anecdote qu'on nous a livrée ce matin. Nicolas Belin, qu'on remercie parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, nous a raconté une histoire. Une fois à Wellington, vous auriez pris une golf-cart et des routes un peu à l'envers et vous aviez dit, Katie, que votre vie était un jump-off. Et vous répétiez souvent, ma vie est un jump-off. Exactement. Le plus vite possible. Et donc, on aimerait évidemment que vous nous parliez de ça, de votre vie. Pourquoi votre vie est donc un barrage ? Ma vie, toujours et encore maintenant, est tellement remplie. On fait ensemble maintenant, mais notre vie, tous les jours, on se lève très tôt, on travaille toute la journée. On pense que notre vie, c'est une vacance. On ne prend jamais une vacance parce que existe comme on existe ici, le monde de chevaux. On travaille dehors, on suit les bonnes locations partout au monde et on vit très rempli. Et c'est pourquoi je dis ma vie c'est un barrage. Je fais le meilleur possible tous les jours pour gagner. Quelle a été donc l'histoire de cette vie, si vous pouviez nous raconter rapidement qui vous étiez indépendamment l'un de l'autre, et puis après ce que vous avez construit ensemble jusqu'à ici, Plain Bay, l'écurie que vous avez construite, que vous managez maintenant depuis de nombreuses années. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. Je ne parlais pas anglais. Je suis venu travailler pour un Américain qui était un entrepreneur en Europe. Et je suis arrivé en 1981. Et je suis arrivé en Virginie. Je ne suis pas venu à la tournée américaine. Et au printemps, je suis allé à un concours, mon premier concours. Et je regardais autour de moi, émerveillé, voir les Hunter Equitation, donc les sauts d'obstacles que je faisais. Et je vois cette fille qui montait très, très bien. Et mon premier Grand Prix aux États-Unis, donc je dis bien en 81, je me fais battre par une femme. Et cette femme, c'est Katie aujourd'hui. Donc j'ai été faire sa connaissance. Elle montait un cheval français. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire connaissance. Et la chance, c'est qu'elle parlait un peu français. Et moi, toujours pas d'anglais. C'était plus facile pour vous comprendre. Tout à fait. Donc ça, c'est mon début aux États-Unis. Et ensuite, on s'est revus dans les concours. Et puis voilà. Vous étiez déjà tous les deux des grands cavaliers internationaux. Vous aviez évolué tous les deux déjà dans des grands prix. Et puis vous vous êtes associés. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre duo ? Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux et comment est-ce que vous avez trouvé votre rôle aussi dans la structure l'un et l'autre ? Eh bien, bon, Katie était exceptionnelle à cheval. C'était pour moi, mais pas que pour moi, c'était une des meilleures cavalières au monde. Moi, j'étais un bon cavalier. Et puis, bon, on a fait de la compétition, donc elle avait ses propriétaires. Moi, j'aimais bien acheter et vendre. Et bon, j'ai fait aussi des grands prix. À l'époque, je faisais aussi partie de l'équipe française quand à l'époque, il y avait Washington, New York, Toronto. Ces moments-là, c'était un petit peu plus dur entre nous deux parce qu'elle faisait partie de l'équipe américaine, moi française. Bon, naturellement, je voulais gagner, elle voulait gagner. Mais bon, c'était une petite chamaillerie, mais à la fin, on voulait que les deux fassent le mieux possible. Oui. On a aimé le sport le même, mais aussi différent. Comme Henri a dit, il a beaucoup aimé faire des affaires pour acheter et vendre des chevaux. Moi, j'avais déjà mon business, j'avais des clients.
j'ai bien aimé acheter des chevaux, mais j'ai voulu garder des chevaux. Je n'ai pas aimé de les vendre. Et il a fait son business comme ça, et moi, j'ai fait différemment. J'ai fait mon business avec mes clients, mes élèves, les lessons que j'ai donnés. Au début, Henri, il n'a pas donné des leçons, il n'a pas aimé. Mais après des années, il a devenu très, très bien pour donner des leçons, maintenant. Et moi, je suis mieux pour vendre des chevaux. On a changé un peu. Vous étiez donc cavalière internationale et vous aimiez enseigner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vous vient cet amour pour la transmission ? Parce que c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup chez vous. Nous, quand on a entendu parler de vous, Katie, et vous aussi, Henri, on nous a beaucoup parlé du fait que vous arriviez à faire progresser les gens très très vite, les cavaliers très très vite, et à leur donner confiance en eux. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça ? J'avais de la chance de monter avec George Morris. Et il était un exceptionnel entraîneur, mais mieux que ça, il était un motivateur. Il a dit à tous ses élèves, si tu arrives de monter très bien dans les Grands Prix, tu peux faire l'équipe américaine, tu peux aller en Europe pour faire des concours comme Aix-la-Chapelle, et Dinard, des concours comme ça. On a rêvé de ça. Mais avec George, les possibilités étaient réalisées. Et j'ai beaucoup aimé écouter comment il a donné des leçons. Parce qu'il pouvait prendre un élève de 10 ans qui ne connaît rien et il commençait avec une base de position, les jambes. La base d'équitation qu'il a donnée, c'était super. Et moi, je tombe toujours derrière sur la base qu'il m'avait donnée. Et quand je donne des cours, des leçons, il y a beaucoup de choses dans mes leçons qui viennent de George. Il adore teaching. Comment tu dis teaching? Enseigner. Et moi, il m'avait donné ça aussi. J'aime bien, si je vois un problème, je coupe le problème et je reviens à la base. C'était la position de cavalier, c'était la relation avec la bouche, c'était quoi qui donne un problème. Et moi, je pense que je suis très bien pour analyser et pour aider le cavalier de faire mieux avec son cheval. Henri, c'est au contact de Katie que vous avez appris à aimer la pédagogie ? Alors, je ne peux pas dire que j'aime la pédagogie. Non, j'ai dit, il fait bien maintenant, mais je n'ai pas dit qu'il aime. Mais ce que j'aime surtout, c'est entraîner les chevaux. Et en même temps, un peu les cavaliers. Mais c'est pour ça que j'ai des bonnes relations, par exemple, avec Pénélope, parce que je ne vais pas changer Pénélope. Pénélope, c'est Pénélope. Mais j'adore aller et entraîner les chevaux, voir le problème avec le cheval. Et même ensemble, quand on est ici, qui dit, bon, elle peut faire les deux, mais souvent, je dis plus sur le cheval que sur le cavalier. C'est ce que j'aime. Quand on parle de transmission, et surtout avec vous deux qui vivez ici aux États-Unis, et vous, Katie, qui avez suivi l'évolution du sport ici aux États-Unis, j'imagine que vous avez peut-être commencé par le Hunter. Oui, Hunter et Equitation. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette discipline qui n'existe pas en Europe ? Et on en parlait à l'instant avec Eric Navet. Eric qui nous disait, c'est pour moi le meilleur programme d'éducation des cavaliers, c'est le programme américain, parce qu'on apprend vraiment à très bien monter à cheval. Je suis d'accord avec ça, mais les hunters maintenant, malheureusement, ils ont changé beaucoup. Dans le temps, le hunter, c'était un cheval qui a fait la chasse au renard. C'était des chevaux pour faire ça. C'est un cheval qui était brave, qui peut galoper, qui saute bien beaucoup des obstacles différents. Et pour moi, c'était un sport de faire le cheval comme il est dans la chasse. Maintenant, ça est devenu très mort. Les hunters, ils ne galopent pas.
Il fait très doucement, jusqu'à on veut dormir. Non, c'est pas la même chose. Avant, c'était un vrai sport de faire bien, de faire que le cheval saute dans un style parfait, avec une vitesse, comme tu fais le barrage. Il faut que le cheval tourne vite, sorte les angles de travers, les obstacles de travers. Avec un style qui est très très bon. Et c'était ça dans le temps que j'ai appris avec les hunters, de créer un style dans le saut de le cheval. Est-ce que c'est ça qui fait la force pour vous de l'équitation américaine? Quand on vit en Europe et qu'on parle des cavaliers américains, on vous identifie avec un style très en avant, vraiment dans le sens du cheval, dans le sens de la bouche et du rythme, en équilibre. Est-ce que c'est pour vous, le hunter, la meilleure éducation Je pense, oui. Le hunter et l'équitation. Équitation, maintenant, c'est comme un parcours de Grand Prix. C'est technique. Les foulées, il faut compter les foulées, il faut savoir chaque ligne, exactement la vitesse, la force, l'obstacle que tu veux pour entre la ligne, pour avoir le meilleur obstacle quand tu sortes la ligne. Et tout ça vient de l'équitation. Les jeunes de 12-14 ans apprennent les lignes et les foulées dans l'équitation qui aident plus tard pour faire les grands prix et les parcours de haut niveau. Est-ce que vous pensez que cette façon d'apprendre l'équitation avec le hunter, l'équitation, ça manque en Europe? Est-ce que vous voyez, vous, une grosse différence entre l'éducation des cavaliers en Europe et ici aux États-Unis? L'éducation, c'est différent. Mais maintenant, il y a des bons cavaliers dans tous les pays. Et je pense que si un cavalier manque d'une formal education, il peut seulement regarder les meilleurs cavaliers de leur pays et l'apprendre. Il apprend une bonne position, il apprend une bonne relation avec le cheval. Il y a beaucoup de bons cavaliers partout au monde maintenant. Vous connaissez donc très bien ces deux systèmes, puisque vous, Henri, donc, vous êtes français. Vous étiez donc cavalier de haut niveau en France. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler des différences et des similitudes du sport, du système, entre les US et l'Europe, que ce soit au niveau du business, des chevaux, de l'élevage, des cavaliers? Quels sont les atouts et les failles de chacun de ces deux systèmes? Alors, on va commencer par le système américain, qui, je pense, quand je suis venu il y a 30-40 ans, il y avait 30-40 cavaliers américains qui pouvaient gagner au Grand Prix. C'était des professionnels. Tout le monde nous dit la même chose. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés, mais grâce à Equitation, à avoir des cavaliers amateurs qui peuvent faire des Grands Prix. Mais maintenant, ils ne sont pas assez compétitifs quand on voit les Irlandais, les Allemands, les Hollandais, les Belges, les Français. Donc aujourd'hui, il y a 5 Américains qui peuvent gagner des Grands Prix. Et je pense que l'Equitation, maintenant, c'est de trop. Ils enlèvent beaucoup... Trop d'équitation. Trop d'équitation. Ils enlèvent à certains cavaliers leur feeling. We call it in English a seat of the pants, where you are tough, where if the horse wants to rear and not go forward, you kick him in the belly and go. The equitation has taken a little bit of that away. So we're not as strong. We're not as tough as we once were. And we're not as tough. I think we're falling behind the rest of the world. I believe that about America. C'est exactement la question que j'allais vous poser ensuite. Pour préparer notre interview, j'ai écouté d'autres interviews que vous aviez données il y a déjà quelques années. Et Katie, vous disiez que ce qu'il manquait maintenant aux cavaliers américains, c'était le feeling. Et ma question, c'est
Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on travaille le feeling? Comment est-ce que ça s'enseigne et comment est-ce que ça s'acquiert dans le travail? By riding many, many different types of horses. Here's the problem with the equitation. Je peux parler anglais ou français? Oui, comme vous voulez. The equitation horses are beautifully schooled, bien dressés. Et le jeune cavalier apprend de monter sur un cheval qui est très bien dressé. Mais c'est mieux peut-être de monter un 3 ans qui ne connaît rien pour apprendre ce qu'il faut faire avec un cheval qui n'est pas parfait. Ça, c'est le problème. On monte au début seulement des chevaux qui sont très bien dressés. Et moi, je vois des autres pays, les jeunes commencent avec les chevaux qu'ils peuvent, they can afford. Les chevaux qui peuvent acheter, qui mais peuvent qui sont acheter. des chevaux pas chers, des 4 ans, 5 ans. Oui, et il faut, comme ça, tu développes un sentiment pour des problèmes. Et ça, c'est important. Il faut savoir comment il faut monter des problèmes, pas juste quelque chose qui est facile. Est-ce que du coup, vous pourriez nous parler du système français, européen, que vous connaissez aussi? Comme on disait, tous les jeunes que vous regardez qui montent dans les Grands Prix, ils ont monté des 4 ans, des 5 ans, des 6 ans. Donc, ils apprennent des instincts. Un jeune cheval, il veut dérober à droite, on le tient. Parce qu'à la fin, monter un Grand Prix, même si c'est un des meilleurs chevaux au monde, il y a toujours des petites choses à régler. Et c'est ce qui manque un petit peu au système américain. Malgré qu'il y a des talents. Attendez, Jessica Springsteen, beaucoup de talent. Brian Goodall, beaucoup de talent. Mais ils n'ont pas eu ce début. Ça a été toujours facile pour eux. Bon, vous allez me dire, ils réussissent. Mais à la fin, les Irlandais, les Français, les bons sont meilleurs que les jeunes Américains. Moi, je pense, pour parler des Français maintenant, je pense que, et tu peux m'aider, maintenant qu'il n'y a pas les moniteurs comme avant, le militaire, les influences militaires, c'est triste un peu, parce que les jeunes, au début, quand j'étais en France, il y avait beaucoup de moniteurs avec un background militaire, et ça a donné... Comme l'équitation ici, ça a donné un style, une base aux enfants. Maintenant, ce n'est pas le même, les clubs. Maintenant, ce n'est pas la même discipline qu'avant en France. On discutait il y a quelques minutes avec Éric Navet. Et on parlait exactement du même sujet. Et la question, c'était comment est-ce que vous expliquez que le niveau de l'enseignement, le niveau des moniteurs de ce niveau-là a diminué. Il n'y a plus cet enseignement exigeant des militaires, comme vous le disiez. À l'inverse, le niveau du sport s'est amélioré. Je pense qu'en France, au départ, on a essayé de faire des clubs plutôt pour amener beaucoup de jeunes, pour s'amuser, en fait. Et donc, la discipline est partie. Mais quand même, bon, on a toujours nos bons cavaliers, les tops, et les jeunes qui passent ce cap de plus être dans les clubs, ils vont plus travailler avec des professionnels maintenant. Pénélope a des élèves, Patrice Delaveau a des élèves, les Bosti ont des élèves. Maintenant, ce sont les cavaliers qui forment ces cavaliers. Mais au départ, ils n'ont pas toutes les bonnes bases. Donc, ça prend un peu plus de temps, je dirais. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler un peu de l'évolution du sport? Ça fait des années maintenant que vous connaissez ce milieu, ce sport, que vous l'avez pratiqué, que vous l'avez enseigné. C'est vrai qu'il a énormément évolué ces dernières années, que ce soit au niveau des parcours, des compétitions, des chevaux, des cavaliers. C'est impressionnant. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous donner votre vision des choses là-dessus? L'argent qui est dans le sport. Quand les Arabes ont commencé avoir des équipes, il y a des années maintenant, avant Kentucky, les Saoudis.
Sydney. Oui. Les prix de chevaux a explosé parce que the Arabs came into our sport with ready to spend more money than people had ever spent on horses. So suddenly $1 million was nothing. And that was one of the biggest shocks for me, when $1 million almost couldn't even buy a Grand Prix horse. And then the rest of the world sort of caught up. Every country started spending more money on horses and more prize money, more types of horse shows, the global tour, and it's just all sort of exploding. Where will it end? We don't know. We don't know. Mais le sport a changé aussi parce que les chevaux ont changé. Des chevaux avec beaucoup de sang, beaucoup plus respectueux. Donc, les obstacles, on les a fait moins massifs. On a couru sur des petites barres. Les temps sont plus courts parce que les chevaux maintenant, c'est incroyable, la qualité de chevaux. Et donc ça, c'est l'élevage qui a fait ça. Donc tout le monde change. Nous, on a changé dans notre façon d'entraîner. Bon, on a eu la chance qu'on a toujours eu des chevaux qui étaient très respectueux depuis toujours, même un petit peu plus sur des chevaux qui regardaient les obstacles. Donc on s'est entraîné des chevaux. On a eu des chevaux à notre époque qui pourraient faire de la compétition aujourd'hui. Donc ça ne nous a pas trop changé, je dirais. Mais à côté de ça, il faut un Grand Prix. Maintenant, c'est un barème au chrono. Mais tout ça, c'est parce que les chevaux ont changé, les obstacles ont changé. De plus en plus de bons chevaux. Alors l'argent, le prix des chevaux, ça on l'entend très bien. Il y a aussi une chose dont on a parlé avec Éric Navel il y a 1 heure à peine, c'est comment un cavalier, alors là on va prendre l'exemple d'un cavalier français, un jeune cavalier français qui a de l'ambition, qui a du talent, qui a des bons chevaux, mais qui n'a pas forcément une enveloppe financière énorme derrière lui. Comment est-ce qu'il fait aujourd'hui pour grimper les échelons, pour arriver au très haut niveau, quand on sait à quel point le sport et les compétitions ont vraiment évolué à ce niveau-là aussi? Je pense que le problème n'est pas qu'en France, il est ici aux États-Unis, parce que maintenant les propriétaires n'achètent plus de chevaux comme à une époque, ils achètent des chevaux pour leurs enfants. En France, pareil, il y a de plus en plus d'amateurs qui montent. Les parents achètent des bons chevaux. Donc, comment arriver pour un jeune cavalier, je dirais en France, il faut qu'il se fasse lui-même. Il faut monter des jeunes chevaux. Il faut qu'il trouve un jour qu'il trouve un bon cheval. Et qui a beaucoup de chevaux. Nous aujourd'hui, pareil, je dis aux États-Unis parce qu'on a une cavalière, elle a été 2 ans stagiaire chez nous. Là, ça va faire la 2e année qu'elle travaille pour nous. Elle a toutes les qualités du monde, mais ça va pas être facile de lui trouver des chevaux. On est là, nous, pour l'aider tout de suite, mais après, pour aller au top niveau... Oui, elle fait bien à ce moment dans les 2 étoiles, et on a des chevaux pour ça. Mais s'il faut acheter un cheval pour faire les 5 étoiles, nous n'avons pas l'argent comme ça. Il faut trouver un sponsor pour elle. Bien sûr, il faut travailler. Il faut une très bonne work ethic. Il faut grande motivation. Par exemple, la fille qu'on a maintenant, elle a 27 ans et elle a travaillé depuis qu'elle était jeune. Et elle n'a jamais quitté. Elle a continué de travailler pour des personnes différentes et elle avait de la chance de venir chez nous. Et elle est venue chez nous parce que quelqu'un m'avait téléphoné et m'avait demandé de la prendre. Parce que l'autre fille qui m'avait téléphoné a pensé que cette fille mérite d'avoir une chance, une opportunité d'apprendre. So she was tellement motivated, working hard, and then il faut que tu aies du talent. Il faut que quelqu'un ait du talent
réussi. However, j'ai dit ça, mais Henri, il a travaillé chez Gerhard Etter en Suisse. Et Gerhard, il avait plus que 100 chevaux et il avait 5 ou 7 cavaliers. Et Henri, il a vu des cavaliers qui a commencé chez Gerhard, terrible, et a sorti pour faire les Jeux olympiques. Gagner les Jeux olympiques, gagner les championnats du monde. Je ne vais pas dire le nom, mais le jeune, il était nul. Mais il voulait, et il voulait. Motivation. Et il ça, arrivait. C'est le principal. Never quit, never say die. Henri, j'avais une question pour vous. En 2013, certains médias vous annonçaient comme le possible sélectionneur de l'équipe de France en remplacement de Henk Nouwen. L'annonce était un peu prématurée puisque vous n'avez pas occupé ce poste. Est-ce que c'est un projet que vous avez encore en tête et est-ce que cela vous plairait d'apporter votre expérience, votre savoir-faire à l'équipe de France et aux Vestes Bleues ? Donc, ça va faire, je dirais, la deuxième fois que j'ai les pieds pour être entraîneur. La première fois, j'étais vraiment prêt. On avait discuté avec Kelly, on aurait diminué et tout. Bon, ça va faire maintenant quand Philippe, à l'époque de Philippe, donc 2013. Là, j'étais vraiment prêt. Tous les cavaliers me voulaient. Il n'y avait pas un cavalier qui disait non. Je pense que je n'ai pas été entraîneur parce que j'avais trop de pouvoir avec les cavaliers. Donc, les gouvernants n'ont pas voulu que je vienne. Je pense que c'est ça. Donc, bon, c'est tout. Et puis, là, on m'a encore reparlé un petit peu, mais là, j'ai dit non. C'est pas ça ne s'improvise pas, en fait. J'ai appris après sur le tas, j'ai passé un très bon moment parce que c'était l'époque avec Pénélope et Philippe. J'ai adoré, si vous voulez, mais c'est Philippe qui a pris tous les coups. Comme ça s'est passé là encore cette fois-ci, c'était pas beau à voir. Et aujourd'hui, bien sûr, on aimerait bien entraîner l'équipe française, mais comme on en a discuté, bon, je suis plus trop jeune non plus. C'est très dur, je pense, de faire ça. Et puis, bon, j'ai pas vraiment besoin de ça. À l'époque, c'était oui, j'aurais bien voulu entraîner l'équipe française, mais bon, non, maintenant, non. Non, mais c'est un job. Si on reprend le job, c'est 100%. Et nous avons un grand business ici et nous avons beaucoup de clients, beaucoup des élèves. On va faire une grosse tournée en Europe cet été. Et pour faire ça, il faut deux. Moi et Henri, on fait ça ensemble. Et s'il fait l'équipe, il faut qu'on se prépare pour ça. Et comme il a dit, en 2013, on a coupé un peu des élèves et tout. Et il était prêt de partir et j'étais prêt de prendre ça toute seule. Mais ça n'a pas arrivé, mais tant pis. On a continué notre business et maintenant c'est un peu trop grand pour Henri de partir. Dernière question, Katie et Henri, merci beaucoup déjà d'avoir pris ce temps pour nous. On va essayer de décourter cette fin d'épisode. Il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités. Vous avez, vous, une immense carrière derrière vous, de cavalier, d'entraîneur. Est-ce que, d'après vous, vous avez réussi ? Est-ce que vous êtes fiers de cette vie et de cette carrière que vous avez eue tous les deux ? C'est pas une question facile. Moi, je suis fière, mais il y a beaucoup de choses je veux that I still want to achieve. I have more to do. Moi, même chose. On n'a pas bon déjà que notre vie, c'est de la passion. Ensuite, on a monté à cheval. Maintenant, on est toujours là avec les chevaux. C'est ce qu'on aime. Kelly et moi, on aime les chevaux. Et on peut encore exercer un métier autour des chevaux. Donc ça, moi, je dis que j'ai une belle vie. And we have our son, Adam, who sold the horse that was the silver medal team at the Olympics. He made that horse and he sold it. And now he is in Spain competing and selling horses. He's like his papa. He likes to sell. I still don't really love to sell. I like to keep. But he's in Spain selling horses and competing and doing very well, so we're proud of him as well.
Vous n'êtes jamais lassé du cheval, du saut d'obstacle, du concours, d'enseigner? Pour moi, non. Non. Moi, c'est ma vie. Si je suis 3 jours sans chevaux, ça va pas. Merci beaucoup, Katie. Merci, Henri. Thank you. Merci beaucoup.